Et mes camarades, pour conclure ces amphis, je vous propose qu'on accueille avec autant de chaleur, autant d'applaudissements, ma présidente, notre présidente, présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise, Mathilde Panot. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre accueil si chaleureux et quel plaisir de vous retrouver encore cette année dans la joie, dans la détermination, mais aussi dans la conscience de la gravité du moment. Nous avons senti la canicule qui a frappé nos corps. Nous sentons la vie chère qui étrangle des millions de familles dans ce pays, les salaires qui stagnent et même qui baissent. Nous sentons toute la violence de ce pouvoir. Et un fait devrait attirer l'attention du pays tout entier. Dans cette rentrée chaotique, nous apprenons que la mortalité infantile des tout petits enfants a augmenté significativement dans notre pays. Depuis 2015, la mortalité infantile en France a dépassé la moyenne européenne. Nous étions le 5e pays de l'OCDE en 1980 avec la mortalité infantile la plus basse. Aujourd'hui, nous avons été rétrogradés à la 20e place. Derrière la Grèce, la République tchèque ou encore la Lituanie. Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut comprendre que l'Organisation mondiale de la santé considère que la mortalité infantile est un des indicateurs les plus fiables pour connaître le niveau de développement et de bien-être d'un pays. En 2021, en France, 2700 enfants sont morts avant leur premier anniversaire. Et que dit l'Organisation mondiale de la santé? Que le premier facteur sur la mortalité infantile, c'est d'abord le niveau des inégalités. Vous avez aujourd'hui un président de la République, Emmanuel Macron, qui organise la tiers-mondisation du pays. Et je voudrais commencer avec le sens des responsabilités qui est le nôtre, pour lancer un appel pour nous toutes et tous. Nous disons à ce pouvoir qu'il faut prendre ce problème à bras le corps, parce qu'un pays qui laisse mourir ses nourrissons est un pays abandonné. Alors, le président de la République a fait un entretien de 15 pages, que personne n'a lu ou presque dans le pays, et on se demande ce qu'il dit sur cette question. Eh bien, la réponse est simple. Rien de rien. Et d'ailleurs, dans cet entretien de 15 pages, vous ne trouvez pas une seule fois le mot canicule, qui est pourtant responsable de 33 000 décès prématurés entre 2014 et 2022 dans notre pays. Vous ne trouvez pas une seule fois le mot pauvreté, alors que dans la 7e puissance économique au monde, 11 millions de personnes sont sous le seuil de pauvreté et que depuis 10 ans, le nombre de sans-abri a été multiplié par 2 dans notre pays et le nombre de bénéficiaires à l'aide alimentaire a été multiplié par 3. Et vous ne trouvez pas d'ailleurs une seule fois le mot racisme qui gangrène aujourd'hui la République. Macron, c'est la politique du déni. Mais alors, par contre, dans cette interview, il écrit, je vous lis, puisque c'est le sujet qui le préoccupe, « J'ai parlé de décivilisation il y a quelques mois. C'est bien cela que nous avons vu. Il faut donc s'atteler, je cite toujours, à reciviliser. » Alors, déjà, il faut comprendre d'où vient le terme décivilisation. Le terme décivilisation est le titre d'un livre de Romain Camus, qui représente le pire de l'extrême droite dans ce pays. Pour vous donner une idée de qui est ce sinistre personnage, en mars 2022 encore, à la radio, il parlait de nettoyage ethnique. Vous voyez les mots qu'il choisit d'utiliser à la rentrée. Honte à ce président de la République qui utilise les mots de l'extrême droite qui propage la haine. Et puis, Macron ferait bien de se rappeler que la base de la civilisation humaine, c'est d'abord et avant tout l'entraide. Il y avait
il y a une anthropologue célèbre qui s'appelle Margaret Mead. Un jour, un étudiant lui pose la question de savoir ce qui, pour elle, constitue le premier signe d'une civilisation humaine. Margaret Mead répond à l'étudiant que ce n'est pas un outil ou je ne sais quoi, mais que c'est la première tombe d'une personne qu'on a retrouvée avec un fémur qui avait été cassé et qui avait été guéri. Pourquoi? Parce que cela veut dire que quelqu'un l'a soigné, que quelqu'un l'a nourri, que quelqu'un l'a protégé. Et elle disait, la civilisation est d'abord une aide communautaire. Oui, l'humanité commence avec l'entraide. Et nous l'avons encore appris cet été. Quand vous voyez cet été, Mehdi, 12 ans, qui a sauvé 2 personnes de la noyade. Quand vous voyez dans notre pays les accompagnantes d'élèves en situation de handicap, qui s'occupent des enfants en situation de handicap dans des conditions de salaire terribles, et qui, comme toutes celles et ceux qui sont les essentiels de la nation, bien souvent des femmes, même si pas que, sont aussi les plus mal payés. L'entraide encore. Lorsque nous menons la bataille sur la civilisation du temps libéré, et notamment sur la retraite à 60 ans, pour que les grands-parents puissent notamment garder les petits-enfants. L'entraide, voici notre boussole. Et nous sommes de celles et ceux qui disons que nous avons encore beaucoup d'occasions pour gagner de nouveaux droits, pour conquérir plus de solidarité. Oui, ici, depuis ces amphis, nous réaffirmons que nous lutterons toujours et toujours pour le SMIC à 1 600 € net, l'augmentation des salaires et des minima sociaux. Que nous continuerons de lutter pour l'allocation d'autonomie pour la jeunesse précarisée et maltraitée sous Emmanuel Macron. Que nous sommes les partisans de la 6e semaine de congés payés et de la retraite à 60 ans qui permet de prendre soin de soi et de la société des siens. Oui, nous sommes les partisans de la Constituante pour que le peuple se réapproprie son avenir avec la 6e République, avec des droits comme le référendum d'initiative citoyenne, l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution ou le droit à choisir son genre librement. Oui, face au rétrograde, nous sommes le mouvement des droits nouveaux. Mais, avec toutes ces propositions, jamais, jamais, entendez-vous bien, nous ne parlerons de recivilisation de la société. Parce que utiliser les mots de l'extrême droite, c'est adopter sa vision du monde. Parce que utiliser les mots de l'extrême droite, c'est se préparer à gouverner comme elle le ferait. Je lance une alerte. Je lance une alerte. La République est en danger. Il faut défendre la République. Et c'est pourquoi nous marcherons avec toutes les Françaises et les Français qui le souhaitent le 23 septembre, attachés à la justice sociale, attachés aux libertés publiques et qui refusent les violences policières et le racisme systémique dans la police. Le 23 septembre, nous nous retrouverons à l'appel d'une centaine d'organisations, parmi lesquelles des syndicats comme la CGT, la FSU ou encore Solidaire, à l'appel d'associations, Attaque les Amis de la Terre et beaucoup d'autres, à l'appel de collectifs et notamment de collectifs de familles de victimes et à l'appel d'organisations politiques comme les nôtres. Nous marcherons pour dire qu'en commun, nous voulons et nous allons réussir à abroger la loi de 2017 de Cazeneuve qui fait de la France la championne des morts pour refus d'obtempérer. Nous marcherons pour refonder la police de la cave au grenier pour avoir une police réellement républicaine. Nous marcherons contre l'indignité de leur monde, car la casse des services publics, la casse des droits des travailleurs et des chômeurs est elle aussi un danger pour la République. Nous posons avec cette marche des prémices essentielles à la stratégie de l'Union populaire que nous poursuivons. Oui, le pays aspire à l'unité populaire pour résister aux politiques de malheur que crée Emmanuel Macron.
L'Union populaire se construira dans la rue et dans les urnes, pas à l'Élysée. Et je voudrais profiter de ce moment pour saluer de votre part à tous et à toutes les soulèvements de la terre qui, cet été, ont infligé une humiliation à l'ignoble Darmanin en gagnant au Conseil d'État sur le décret de dissolution. Oui, les soulèvements de la terre, nous sommes les soulèvements de la terre et nous continuerons à défendre le vivant dans ce pays. Alors, ce gouvernement hors la loi, c'est ce qu'a dit le Conseil d'État, n'a toujours pas compris que toute autorité, pour être respectée, devait être respectable. Et si nous défendons la République, c'est d'abord parce que la République est avant tout la République sociale. Et que la République sociale est malmenée. Lorsque vous voyez que le CAC 40, en 2022, a versé 10 milliards de dividendes supplémentaires à ses actionnaires, sans qu'il y ait de profit supplémentaire. Alors d'où vient cet argent? Il faut bien comprendre. S'il se verse plus de dividendes sans augmentation de profit, ça veut dire que c'est pris sur des baisses d'investissement pour l'avenir et sur vos salaires. De même, sur la question de l'inflation et de la vie chère, lorsque les prix augmentent, lorsque votre paquet de pâtes, votre paquet de beurre augmente, c'est directement pour gaver les poches des milliers et de tous les millionnaires que défend ce gouvernement. Alors il y a eu une étude qui est intéressante. L'INSEE vient de publier une étude qui montre que l'augmentation des prix en France, c'est plus 18%. Alors qu'en Espagne, c'est plus 2%. Tiens, mais pourquoi donc? Eh bien, parce que il se trouve que l'Espagne a mis en place un mécanisme de blocage des marges pour éviter la spéculation sur les produits alimentaires. Et que donc, ce que nous demandons depuis des mois et des mois, c'est-à-dire le blocage des prix à la baisse pour les produits de première nécessité, et non seulement une politique désirable mais efficace. Alors, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire parce qu'Elisabeth Borne a expliqué il y a quelques jours que nous étions arrivés au pic de l'inflation. Donc, là, la situation va s'améliorer comme vous le croyez toutes et tous dans cette salle. Il se trouve que Bruno Le Maire avait déjà dit cette même phrase, nous sommes au pic de l'inflation, en juin 2022. Et puis, vous avez vu le pic de l'inflation descendre tout de suite, évidemment. Et puis, il l'a redit en juillet 2022. Il l'a redit en août 2022, il ne s'est toujours rien passé. Ensuite, c'est Elisabeth Borne qui a repris le relais en le disant en janvier 2023, c'est fini, c'est bon, ça va aller. Pas du tout. Alors Bruno Le Maire l'a répété en mars 2023 et de nouveau, il ne s'est rien passé. Et donc Elisabeth Borne continue avec les mêmes mensonges en nous annonçant en août 2023 que nous sommes au pic de l'inflation. Comme écrirait l'autre, on pourrait dire ce n'est pas un pic. Que dis-je? C'est l'ascension des cols du Tour de France. De même, la République sociale est malmenée. Quand le pays compte maintenant 3 millions de millionnaires et se place donc à la 3e position mondiale sur le nombre de millionnaires dans notre pays. La République est une République sociale, mais c'est aussi un régime de liberté. Lorsque Nahel est tué violemment, c'est la manifestation atroce de l'arbitraire d'une police qui se croit aujourd'hui tout permis dans ce pays. Avec en plus 2 organisations syndicales qui osent écrire dans un communiqué que les jeunes des quartiers populaires seraient des nuisibles. Lorsque Eddy se prend un flashball, 60 jours d'ITT, et que des policiers se mettent en arrêt pour demander à ce que celui qui a commis cet acte sorte de détention provisoire, avec le soutien du chef de la police, avec le soutien du préfet de police et avec le soutien du minable Darmanin. Eh bien, nous avons un problème d'autorité. Parce que des policiers qui demandent à être au-dessus des lois et qui demandent à avoir le droit de tabasser nos concitoyens, il n'y a qu'une chose et qu'une seule réponse pour eux, la mise à pied.
La République. C'est vrai, tout le monde déteste Darmanin, c'est vrai. La République, c'est aussi... La République, c'est aussi la souveraineté du peuple. Avec 11-49-3 cette année, avec des manifestations réprimées, avec le droit de grève bafoué ou encore le Parlement piétiné, là aussi, la République est en danger. Ce qui est en train de vivre le pays, c'est en quelque sorte l'union des pouvoirs de l'argent, des faiseurs de haine et de peur sous une seule et même bannière, qui est celle du racisme et de l'inégalité. Nous sommes fiers de ne pas appartenir à leur arc réactionnaire. Et nous sommes ici, à ce moment, les gardiens de la République. Les fascistes espagnols avaient un cri abominable. Ils chantaient « Vive la mort ». Ceux-là même qui se réjouissent dans leurs successeurs, des personnes noyées en Méditerranée ou dans la Manche, ceux-là même répandent la mort. Ceux qui, aux États-Unis aujourd'hui, mettent des scies circulaires pour hacher les migrants, ceux-là même répandent la mort. Ceux qui ne prennent pas au sérieux la gravité pour nous de la crise écologique, ceux-là même répandent la mort. Aujourd'hui, Emmanuel Macron bloque notre futur et nous l'assumons ici haut et fort. Nous voulons et nous allons bloquer Macron. Nous allons bloquer Macron sur le RSA conditionné à 15 heures de travail gratuit, qui est, en plus de plonger des millions de personnes dans une précarité supplémentaire, qui réalise le rêve de tous les capitalistes, c'est-à-dire l'extension du travail gratuit. Nous allons bloquer Emmanuel Macron sur la hausse des médicaments, alors qu'un Français sur 3 renonce déjà à se soigner dans notre pays pour des raisons financières. Nous allons surtout bloquer Macron sur les 15 milliards d'économies qu'il veut faire sur le pays, parce que nous savons au moins depuis le XVIIe siècle, et peut-être qu'Emmanuel Macron devrait aller un peu relire Molière et le Malade imaginaire, que la saignée ne fonctionne pas et qu'elle ne fonctionnera jamais. Ici, nous n'avons aucun goût pour la mort. Nous avons un goût pour l'avenir, le futur, un goût pour le partage, pour la démocratie. Nous sommes les réels défenseurs des principes républicains, de la République politique, de la République sociale. Et je voulais vous relire ces mots de Jaurès prononcés en 1893, alors qu'il s'adressait au pouvoir de l'époque. C'est la République qui est le grand meneur. Traduisez-la donc devant vos gendarmes. Et il ajoutait, et je vais vous le faire un peu plus moderne, puisque vous désertez la politique républicaine, dit-il au pouvoir, puisque vous désertez la politique républicaine, c'est nous, insoumis, qui la ferons ici. Nous, qui défendons ici la République, disons comme avant nous, les républicains espagnols le faisaient. Vive la République! Vive la vie! À bas la mort! Oui, vive la vie, à bas la mort! Parce que la politique est d'abord et avant tout une question de vie ou de mort. Lorsque nous nous battons pour le droit à la retraite à 60 ans, et que, avec la réforme qui vole 2 ans de vie à l'ensemble des gens de ce pays, lorsque nous nous battons sur la retraite, contre la retraite à 64 ans, nous nous battons contre 9000 décès supplémentaires dans ces 2 ans qui vont s'écouler. Oui, c'est une question de vie ou de mort. Lorsqu'on parle du seul écosystème compatible avec la vie humaine et l'ensemble du vivant, oui, c'est une question de vie ou de mort. Lorsque l'on parle des droits fondamentaux des femmes, là aussi c'est une question de vie ou de mort. Et je voudrais que nous ayons une pensée très forte aux femmes des États-Unis, de Pologne, d'Italie, de Hongrie, qui se battent pour le droit à l'avortement.
En Pologne, l'avortement est interdit ou quasi interdit. Depuis, 6 femmes sont mortes, dont Isabella. Et je voudrais un instant vous expliquer dans quelle situation Isabella est morte. Isabella avait 30 ans. Elle avait une fille de 9 ans. Elle avait fait plusieurs tentatives pour avoir un autre enfant et au bout de 3 tentatives infructueuses, elle est tombée enceinte. Au milieu de sa grossesse, le fœtus a eu une malformation et donc elle a dû se rendre à l'hôpital. Et les médecins, alors que quand c'est une question de vie ou de mort pour la mère, c'est autorisé en Pologne de pratiquer un avortement. Eh bien, les médecins ont voulu attendre que le cœur du fœtus s'arrête de battre dans son ventre avant de pouvoir l'avorter. Elle est morte en 2021 d'une septicémie. Et je voudrais vous lire le dernier SMS que Isabella a envoyé à sa famille. Il faut attendre que le cœur s'arrête de battre. Parce que, grâce au gouvernement, impossible de faire autrement. C'est la loi, le supplice de l'être humain. Les femmes sont devenues des couveuses. Oui, c'est une question de vie et de mort, et nous sommes fiers d'être nous, le mouvement insoumis, celles et ceux qui avons fait voter à l'Assemblée nationale la constitutionnalisation du droit à l'IVG pour le protéger. Et nous allons gagner cette inscription dans la Constitution pour rappeler, non seulement ici dans notre pays, mais aux femmes du monde entier qui se battent sur cette question, que le corps des femmes n'appartient ni à l'État, ni aux juges, ni à la famille, mais aux femmes et à elles seules. Alors, dans cette rentrée de chaos, tout ce que nous avons vu était prévisible. Sur la question des hôpitaux, où dans 50 hôpitaux, les urgences ont été partiellement ou totalement fermées, c'était prévisible. Qu'ont-ils fait? Absolument rien. Sur la question de la vie chère avec l'angoisse de la rentrée, les fournitures scolaires qui augmentent, tout était prévisible. Et qu'ont-ils fait? Rien. Il faut laisser faire le marché à chaque fois. Et nous ne cessons de dire que le marché, c'est le chaos et que nous sommes pour la planification. Alors, la crise de l'eau et la canicule, c'était aussi prévisible. Il suffit de lire un tout petit peu de littérature scientifique ou d'écouter juste un peu dans les médias que, avec la crise écologique, le nombre de vagues de chaleur dans ce pays va se multiplier et s'intensifier. Et nous en avons vu un bon exemple au début de ces amphis. Alors, cette fois-ci, ils n'ont pas rien fait. Attention, ils ont fait un numéro vert. Et puis, ils ont gentiment demandé aux personnes sans abri si elles pouvaient se mettre à l'ombre, si possible. Alors, puisqu'ils n'ont aucune idée, nous avons fait, nous, qui sommes pour la planification écologique, un plan canicule. Et donc, dans ce plan canicule, nous avons fait un certain nombre de propositions, notamment la proposition d'adapter le code du travail aux chaleurs extrêmes, dont souffrent les travailleurs du bâtiment, les garagistes dans les aéroports et beaucoup d'autres. Le code du travail a été fait au siècle dernier dans des conditions climatiques spécifiques. À l'ère de l'incertitude, aujourd'hui, évidemment qu'il faut le prendre en compte. D'autant que le code du travail, dans toute l'histoire, si vous reprenez la fin du travail des enfants, les libertés syndicales, la journée de 8 heures et beaucoup d'autres avancées, le code du travail a suivi des avancées avec la société de progrès. Et c'est ce que nous proposons encore aujourd'hui. Alors qu'a répondu le gouvernement? Alors M. Dussopt a expliqué que de toute façon ça ne servait à rien. Bon, un argument extrêmement puissant comme vous pouvez voir, mais beaucoup mieux. M. Béchu, ministre de la Transition écologique, a lui fait référence au CHSCT. Sauf que les CHSCT ont été supprimés en 2017 par Emmanuel Macron. Autant dire qu'ils vous prennent cette question au sérieux. Hein. Et je le dis, à l'heure où ils veulent nous faire travailler plus longtemps, il y a un lien entre la canicule, le temps de travail et les conditions de travail et l'âge de la retraite. Parce que là, nous touchons deux phénomènes qui s'accélèrent entre eux. Je parle évidemment des limites planétaires et des limites physiques du corps humain. Comment voulez-vous travailler jusqu'à 64 ans quand il fait aussi chaud avec les limites planétaires et les limites physiques de l'être humain qui s'entrecroisent entre eux? Le capitalisme détruit les corps humains et les êtres humains autant que la nature. Et les deux se répondent. Bon, alors on avait proposé plein d'autres choses dedans.
On avait proposé de rendre accessibles et gratuites les piscines, les lieux qui étaient climatisés, type les musées, type beaucoup de choses. On avait proposé bien sûr de réquisitionner les 3 millions de logements vacants pour faire en sorte que plus personne ne dorme à la rue, que ça soit sous canicule ou sans canicule par ailleurs. On avait proposé un plan hors sec eau potable pour s'occuper enfin de la situation dramatique en Outre-mer de la question de l'eau. Je pense évidemment à la Guadeloupe, mais aussi à Mayotte. Je le dis juste en passant, mais Mayotte, hein, quand on a commencé à s'occuper de la question de l'eau, beaucoup, notamment avec Jean-Luc Mélenchon, on avait un député qui n'était pas de notre bord, M. Gabardine. C'est un député LR, il est de Mayotte. Bon. Et puis à l'époque, il avait pris la parole dans l'hémicycle pour dire « Moi, je suis d'accord avec Mme Panot, parce que moi, quand je suis à Mayotte, même en étant député, je me douche un jour sur 2. » Et évidemment, les macronistes n'avaient rien trouvé de mieux que de se mettre à rigoler. Eh bien, je l'ai revu puisqu'il est venu à nos universités d'été et il me dit « Mathilde, tu te rappelles quand j'avais dit ça dans l'Assemblée ?» Eh bien, maintenant, ce n'est pas un jour sur 2, c'est un jour sur 3 que je peux me doucher quand je suis à Mayotte. La situation de l'eau à Mayotte est désastreuse, elle est inhumaine et je rappelle que l'Organisation des Nations Unies a décidé que le droit à l'eau et à l'assainissement sous impulsion de la Bolivie était un droit fondamental humain, que la France se ferait bien de respecter. Bon, on avait proposé d'autres choses. On avait proposé, par exemple, d'arrêter avec des usages inutiles de l'eau. Par exemple, les méga-bassines. Parce que les méga-bassines, on vous fait croire que ça se remplit avec l'eau de pluie. Mais pas du tout. Les méga-bassines puisent dans les nappes phréatiques et épuisent les nappes phréatiques. Et donc, nous le disons, ces méga-bassines qui vont au profit d'une toute petite partie des agriculteurs, au détriment de tous les autres paysans, il faut les arrêter immédiatement. Et je vous invite à être nombreux et nombreuses à venir le 8 septembre à Niort, soutenir les militants traînés en procès pour avoir organisé les manifestations à Sainte-Soline. Nous devons, et c'est notre devoir, d'être à leur côté, parce que nous sommes d'accord avec ce qu'ils font, qui est une alerte pour l'intérêt général humain. Et puis enfin, on a proposé quelque chose qui a rendu complètement hystérique certains des éditorialistes, parce qu'on avait mis prioriser les climatiseurs pour les hôpitaux, les EHPAD, les écoles et encadrer les climatiseurs chez les particuliers. Alors, j'explique déjà pourquoi on veut prioriser ça, parce que par exemple à Bordeaux cet été, vous avez eu un service pédiatrique, donc avec des enfants, avec 44 degrés à l'intérieur du service pédiatrique. Au tel point que, peut-être avez-vous vu cela, mais un père désespéré que son enfant soit dans cette situation inhumaine a décidé lui-même d'installer un climatiseur, le payant de sa poche 400 € pour faire en sorte que son enfant soit dans des conditions dignes pour être soigné. Oui, c'est la honte. Alors donc, prioriser, on comprend pourquoi on dit ça. Mais alors, encadrer, c'est ça qui les a fait un peu... bon. Et qui les a effrayés. Pourquoi encadrer? Déjà, il y a d'autres pays qui le font, c'est la Suisse. La Suisse encadre les climatiseurs. Pourquoi? Parce que les climatiseurs, c'est énergivore, ça utilise beaucoup d'énergie. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça s'appelle une maladaptation, ça augmente les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, il y a une deuxième chose sur les climatiseurs, c'est que les climatiseurs, vous comprenez, ça fait de l'air froid à l'intérieur, puis ça rejette de l'air chaud à l'extérieur. Et donc, à la fin, vous augmentez vos températures des villes. Donc, en fait, vous aggravez votre problème. Et donc, il est certain et sûr que les climatiseurs ne sont pas l'avenir et doivent même être arrêtés à un moment lorsqu'on aura réussi à faire la bifurcation écologique et solidaire. Et ça commence par les matériaux de construction, sur la construction et la rénovation. Celui qui m'a beaucoup initié au bois tiers-paille, Michel Philippot, me racontait souvent une histoire. Alors, vous avez deux villes, Shibam au Yémen, qui est construit en terre crue, donc c'est des immeubles comme ça. Et puis, vous avez Dubaï, aux Émirats, qui lui n'est construit qu'en béton et en verre. Bon, le point commun entre les deux, c'est qu'il fait souvent 45 degrés dans les deux villes l'été. La grosse différence, c'est qu'à Shibam, ils n'ont pas besoin de climatiseurs, alors qu'à Dubaï, ils mettent des climatiseurs à tout va, et que ça a augmenté la température de la ville. Et les études montrent qu'on pourrait augmenter les températures de ville jusqu'à 2 degrés avec les climatiseurs. Donc c'est une absurdité. Et je vais aller jusqu'au bout de l'absurdité. Vous avez des pays comme le Qatar qui ont décidé qu'ils climatisaient des rues. Parce qu'il fait tellement chaud avec les climatiseurs, donc maintenant ils climatisent des rues. Donc, je vous le dis, nous sommes le seul mouvement politique à être à la hauteur de l'enjeu du XXIe siècle, qui est celui de l'urgence écologique et qui nécessite de faire bifurquer radicalement nos modes de production et de consommation. Alors, pour terminer, je voudrais vous dire
le plaisir que c'est de vous voir et de nous voir assemblés, organisés, la beauté de ces amphis, les idées qui s'y sont déroulées, débattues et d'autres, et qui nous donnent la force de convaincre pour revenir chez nous. Nous avons une force principale, la cohérence de notre programme, et qui nous permet de redire ici, nous sommes à tout instant disponibles pour gouverner le pays. Alors, plus tôt que tard, Macron devra retourner aux élections, et nous disons, nous sommes toujours prêts pour la démocratie. Nous avons fait ici une démonstration de force, en étant de nouveau le premier événement politique du pays. Et cette démonstration de force nous rappelle d'abord pourquoi nous faisons de la politique. Nous faisons de la politique pour changer la vie de millions de gens dans ce pays. Pas pour des places, pas pour des postes, pas pour de minables ambitions personnelles. Nous faisons, avec cette démonstration de force, d'abord quelque chose qui est très important comme signal envoyé au pays. Nous donnons du courage en étant si nombreux et nombreuses à redire que oui, un autre monde est sûr possible et qu'il est même souhaitable. Je voudrais remercier infiniment les bénévoles de ces amphis dans des conditions extraordinairement compliquées, les salariés du mouvement, celles et ceux qui, au village des amphis, militants associatifs, militants syndicaux, militants des collectifs, sont aujourd'hui l'honneur de notre pays. Notre force politique n'existe que par le collectif humain que nous créons et que nous sommes, qui permet partout de diffuser nos idées et de convaincre. Alors, merci pour votre détermination. Merci pour la joie que nous avons à être ensemble. Merci de venir bon, de tenir tête. Et je vais terminer par une citation de Gilles Deleuze, philosophe, qui disait en 1977 « Le pouvoir exige des corps tristes. Le pouvoir a besoin de tristesse parce qu'il peut la dominer. La joie, par conséquent, est résistance parce qu'elle n'abandonne pas. Nous en faisons ici le serment. Nous n'abandonnerons jamais le combat. Nous inventons ici un autre futur. Merci à vous.